Aujourd'hui, c'est sur les âges du héros, les métamorphoses de l'héroïsme au fil de l'histoire et le rapport entre héros et humanité que nous allons nous pencher. Je commencerai par une petite introduction, puisque certains d'entre vous, je le sais, ont vu le spectacle, d'autres pas. Certains étaient là samedi, d'autres pas. Et comme nous sommes dans une logique au moins en partie démocratique, nous essaierons de partir d'un ensemble commun et d'un ensemble de repères avant d'avoir une conversation à bâton presque rompu. La première chose concerne les âges du héros. Et de fait, pourquoi à partir de Philoctète parler du héros ? J'en parlerai dans un instant, parce que Philoctète est un problème à de très nombreux égards, et c'est ce qui nous a intéressés. Un vieillard. Un vieillard. Mais c'est pas seulement parce qu'il est un vieillard qu'il est un problème. Votre analogie, on reviendra à cette équivalence que vous faites. Donc, Philoctète comme problème. Il n'est pas héros parce qu'il est un vieillard. On y reviendra. On y reviendra. Bon. Donc, première chose, les âges de l'héroïsme. Il y avait une très belle exposition à la Bibliothèque nationale, que certains d'entre vous ont peut-être vue il y a 2 ans, consacrée au héros de Achille Azidane, qui justement remarquait certaines étapes. Et on peut déjà pointer un certain nombre de figures fondamentales du héros qui vont nous permettre d'approcher Philoctète et de réfléchir à cette évolution du héros. Un premier âge peut être considéré comme l'âge aristocratique. C'est évidemment le héros du dépassement, Achille en étant l'archétype, celui qui par sa naissance, bien né, a déjà un statut exemplaire, un statut exceptionnel. Néoptolème est d'ailleurs fils d'Achille dans Philoctète, fils d'eux, et qui doit être à la hauteur de sa naissance. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux pour le personnage d'être à la hauteur de l'image d'Achille, et c'est ce que Philoctète lui dit, oui, tu es digne du sang, et on retrouvera ces échos évidemment chez Corneille. Donc, héros aristocratique, d'une part, qui par ses exploits va laisser sa trace immortelle, trace qui sera chantée, d'où l'importance de la belle mort pour les héros aristocratiques, et d'où l'ignominie du corps non enterré, des honneurs non rendus dans la civilisation grecque. C'est ce moment aristocratique qui fonde la définition même de l'héroïsme. Et vous savez que, évidemment, la notion même d'aristocratie repose sur le meilleur, c'est-à-dire ce qui excède la norme, ce qui est déjà un dépassement. Et dans ce premier temps, s'articule en contrepoint un autre modèle dont nous parlions d'ailleurs hier ensemble, cette fois en réel petit comité, c'est le modèle du saint. Et on y reviendra sans doute. Qu'est-ce qui différencie un saint d'un héros ? Peut-être l'écart entre l'action et la vie, une action d'éclat et une vie traversée, une vie d'effort, une vie de patience, une vie exemplaire. Y a-t-il des héros qui soient aussi des saints ? Peut-être. On évoquait hier la figure de Gandhi, par exemple. En tout cas, il y a déjà une première alternative, une première tension qui se crée entre ces deux modèles, évidemment d'inspiration toutes deux, ayant toutes deux rapport à une forme de transcendance, mais la transcendance n'est peut-être pas la même si quelque chose dépasse, même s'il y a une verticalité, comme le dit Régis Debray dans ses ouvrages, eh bien peut-être le référent n'est-il pas le même. On pourra réfléchir à cette dualité-là. Je vais rapidement. Si nous avons d'un côté, évidemment, Achille et puis Saint-Martin comme figure du saint, on passe dans un deuxième temps à une figure du héros national. Et là, le dépassement est évidemment la communauté, non plus seulement la communauté, la cité ou une forme élitiste, une partie de la communauté, la cité, mais c'est vraiment la nation dans son ensemble. Et ce modèle national, on le voit déjà au Moyen-Âge. C'est la figure de Roland, par exemple, c'est la figure du Cid, héroïsé par Corneille, qui date du Xe siècle pour l'origine. Et cette figure héroïque, cette figure permet par un sacrifice, par un acte de courage exemplaire et parfois inattendu, comme dans le cas de Jeanne d'Arc, donc l'héroïsme est là une surprise, et là peut-être même une grâce, eh bien, permet une forme de survie, de salut collectif. Et ce modèle du héros national va évidemment se retrouver au moment de la Révolution française. Le héros avait servi le roi, il sert l'empereur et il sert la nation. Ce héros national, on pourra aussi s'interroger sur la question de son évolution, de sa disparition. Et déjà, pour le XVIIe siècle, un immense théoricien littéraire comme Paul Bénichou parlait de la démolition du héros. C'est-à-dire qu'entre Corneille et Racine, on passe d'une figure évidemment en majesté, en résistance et en panache même, puisque Cyrano est au même moment, à un héros qui subit un destin tragique. Démolition du héros peut-être, mais ce héros est vite retrouvé avec le moment
héroïque collective cette fois, qui est la Révolution française, puisque désormais le héros c'est le peuple. Alors comment concilier les deux? C'est une deuxième antinomie que j'aimerais poser ici. Il y a un héros collectif, le peuple en armes, les hauts soldats de l'an 2, et il y a en même temps le grand homme, mais ce grand homme est à la fois indispensable et en même temps éventuellement une menace, un danger. Donc on réfléchira aussi à ce point-là. Et je vais rapidement. Un troisième temps est celui non plus de la démolition du héros, mais disons peut-être de sa dissolution, en tout cas déjà, peut-être d'une dégénérescence, en tout cas d'une diversion, d'un changement. Si on voit par exemple le moment de la Première Guerre mondiale, on constate qu'on est passé d'une horizontalité de la figure du héros, qui est l'homme qui meurt debout, d'où les uniformes bleus horizon et qui permet d'être une cible idéale, à la figure couchée, qui rejoint la figure du gisant, c'est-à-dire à une figure écrasée et qui au contraire va être héroïque non même pas par sa résistance, parce que ça c'est pour après, mais par sa survie. C'est d'abord un survivant, et c'est ce que nous montrent ces figures de la Grande Guerre. Survivant, qui est un des modèles, et évidemment, je viens de le dire, résistant, mais qui est encore une autre forme d'héroïsme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où là, il s'agit de sauver la dignité d'un peuple, avec la figure exemplaire et pourtant controversée de Jean Moulin, et ça je sais, Régis, qu'on pourra en parler, puisque vous vous intéressez particulièrement à ces questions en ce moment, la figure du résistant qui, elle, sauve à la fois la nation et sauve l'héroïsme dans un contexte d'ignominie et d'occupation. Et après? Alors après, là, les modèles se diversifient, peut-être qu'ils se diluent, peut-être qu'ils explosent, on pourra examiner ces enjeux. Toujours est-il que l'un des enjeux principaux devient la distinction entre le héros et la star. Ou bien, la star étant un des exemples, ou bien la disparition du héros avec la promotion d'un anti-héros ou d'un homme normal considéré par tous désormais comme le héros. Et c'est sur ces phénomènes contemporains qu'on réfléchira enfin au bout du compte. Et si je récapitule rapidement un certain nombre de figures, nous avons le saint, le preux, le héros aristocratique, le héros national, le héros révolutionnaire, le survivant, le résistant. Évidemment, il y a le leader charismatique, comme le disait Max Weber, le chef qui impressionne le peuple par son aura. Et on pense évidemment, par exemple, à Che Guevara ou à d'autres figures de cette sorte, et d'où après la question de que faire de cette figure héroïque, que faire du héros de la Révolution. Le grand homme, le sage, l'homme providentiel, vous l'évoquiez, et voilà. Et bien sûr, que faire des héroïnes, puisque dans ce modèle extrêmement phallocratique, nous avons cité éventuellement des hommes. Alors, ça c'est pour une rapide mise en perspective, très rapide, vous me pardonnerez, d'un certain nombre de concepts et d'enjeux et surtout de différences. Maintenant, si on regarde Philoctète dans ce cadre global. Philoctète est un problème, je le disais, il est un problème pour tout le monde, il est un problème pour Hegel qui ne l'intéresse pas, ça on en parlait également hier. Hegel s'intéresse à Antigone, cette figure du refus, cette figure du non, et du non face à une autre instance qui est Créon. Donc là, l'antinomie est parfaitement claire. On a vraiment un conflit entre deux lois, peut-être de légitimité égale, ou Oedipe, qui est une figure de la révélation, de l'enquête sur soi. Eh bien, par rapport à ces deux tragédies, vous savez quel est le pourcentage de pièces, le pourcentage de représentation que représente Philoctète, le pourcentage de mise en scène, c'est 1%. C'est ce que disait Jean Bollack la dernière fois, qui avait fait des études précises, quantitatives. Philoctète est un être à part. Ce héros est un héros paria dans l'histoire, mais il est également sur scène. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il semble que c'est un héros sans histoire, qui a refusé l'histoire, et peut-être sans héroïsme. Et c'est pour ça que ce qui nous a intéressé avec Christian Scaretti, c'est cet enjeu d'un problème. De même que pour Coriolan ou par-dessus bord, mettre en scène, c'était mettre en question, et c'était poser ce problème, et surtout pas le résoudre. Alors, quel est le problème ? Eh bien, le problème, on peut le voir à travers 3 variations sur Philoctète qui sont autant d'éclairages sur la question de l'héroïsme. Et j'irai très rapidement sur ces 3 points. La première, qui sont 3 versions. La première version, c'est la version d'André Gide, qui écrit son Philoctète ou le traité des 3 morales, et qui finalement propose une approche humaniste de Philoctète et une figure, cette fois classique, du dépassement. Puisque à la fin de son Philoctète, c'est ce personnage lui-même qui, dans un sacrifice, dans un mouvement d'abnégation, donne son arc à Ulysse et à Néoptolème, c'est-à-dire que c'est lui qui se sacrifie
et il regarde partir au loin les bateaux, ces bateaux que le Philoctète de Jean-Pierre Simion voit courir sur l'horizon. Eh bien, chez Gide, au contraire, on a ce dépassement qui relève évidemment d'une forme de sublime, et ce sublime évoque Nietzsche, de qui Gide se sentait très proche. Il boit la ciguë. Il boit la ciguë, absolument. Et donc, ce héros regarde partir les bateaux, sublime dans son sacrifice, solitaire, et dans cet air glacé qui était l'air de Zarathustra. Ça, c'est celui de Gide. Et Gide, on pourrait appeler son Philoctète la porte étroite. La porte étroite étant celle de la question de la vertu, et comment trouver cette vertu. Une deuxième figure est celle de Heiner Müller. Heiner Müller écrit son Philoctète, et ce Philoctète-là est un cri de haine, un cri de destruction, puisqu'il se conclut par le fait que Néoptolème tue Philoctète pour lui prendre son arc. Là, tout est ruiné. Tout est ruiné, y compris la patrie, y compris l'honneur, y compris justement cet héroïsme qu'il fallait tenter de conquérir, fût-ce au prix de la ruse. Eh bien, de cela, il ne reste rien. De même qu'au moment où Heiner Müller écrit, il ne reste rien de l'Iliade de la Révolution, sinon à creuser encore sa propre tombe et à creuser les ruines, à ruiner les ruines comme il l'écrit. D'où toutes ces pièces sur la construction et sur cette espèce de cycle infini. Donc là, c'est Ulysse, arpenteur des ruines, qui se dégage et avec une véritable ruine de l'héroïsme. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que notre Philoctète, ou plutôt le Philoctète de Jean-Pierre, qui est devenu celui de Laurent Terzieff, c'est une autre version, je parle sous ton contrôle, Jean-Pierre, c'est une autre version de Philoctète. C'est un Philoctète du début du XXIe siècle, c'est-à-dire un Philoctète qui est passé par après la Shoah, un Philoctète où résonne Beckett, où résonne Camus, un Philoctète de la révolte. C'est ce qui m'a fait penser que c'était surtout un héros de la solitude, et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, cette session s'appelle « Des héros trop humains », puisque quel rapport entre humanité et héroïsme ? Et peut-on considérer que la solitude est matière à héroïsme ? Et on a effectivement ce personnage qui ne cesse de clamer sa solitude, sa souffrance, et qui ainsi, tel un mendiant de l'absurde, met sa marque et se crée un destin dans ce refus. Et ce refus qui n'a pas la même portée que le refus d'Antigone. Alors voilà, c'est un très très bref panorama. Donc ma première question, qui serait à Régis Debray, c'est qu'est-ce qui dans Philoctète vous paraît relever de l'héroïsme et comment reliez-vous héroïsme et humanité et humain, héros et humain ? Bien, bonsoir, tout a été dit, vous l'avez compris. Gérald a résumé à peu près les questions. Pour répondre à ton interrogation, premier point, Laurent Terzieff a un arc entre les mains. Philoctète est peut-être un vieillard, comme vous dites, mais c'est un combattant. On a besoin de lui. On a besoin de lui pour faire la guerre. Et première définition du héros, c'est un homme qui fait la guerre. C'est un homme donc lié à la violence. Il l'exerce, il la subit. Et c'est sa première différence avec le saint. Le saint est un homme de paix, de réconciliation, d'abnégation. Le héros est toujours en quelque façon un homme dans l'adversité et qui combat contre l'adversité, généralement contre des adversaires. Et alors, la phrase de Galiléo Galilée, malheur aux peuples qui ont besoin de héros, ça veut dire simplement malheur aux peuples qui sont dans le malheur, point. Je trouve cette phrase idiote, personnellement. Parce que, effectivement, quand on est en Suisse, on n'a pas besoin de héros. On a peut-être besoin de héros comme Guillaume Tell pour fonder la Suisse, mais une fois que c'est fait, pour faire fonctionner le Kuckuck, on n'a pas besoin de héros. Donc, premier point, la guerre. L'opinion n'est ni reconnaissante ni prévoyante. Voilà. Deuxième point, Philoctète, deuxième invariant, je dirais, de Philoctète, c'est un caractère de cochon. Souscrit. Et tout héros est une tête de l'art. Et c'est très sérieux, ça. Tout héros est une île. Gérald a fort bien parlé d'un héros de la solitude. Je crois que tout héros est un îlot, une île, une solitude. Il pue. Il n'est pas comme les autres.
Je dirais que c'est un dandy en guenille, en l'occurrence, dans le rôle de Philoctète, mais le héros n'est pas un snob, c'est un dandy. Il ne veut pas imiter les autres, il veut se rendre exemplaire aux autres par sa différence. Et donc, c'est un mauvais coucheur, le héros. C'est pas un type sympathique. Il ne veut pas séduire. Et cela vaut aussi bien, pour prendre quelques exemples contemporains, pour un De Gaulle qu'on jugeait gothique quand on le voyait en 1940 et qui était particulièrement antipathique. Puisque vous avez évoqué Jean Moulin, ça me fait penser à Daniel Cordier. Qu'est-ce que Daniel Cordier qui arrive à Londres le 20 juin 40 et qui attendent De Gaulle avec les jeunes Français libres qui ont fait des pieds et des mains pour traverser la Manche ou venir par l'Atlantique, arriver à Londres, il voit tout d'un coup De Gaulle, première phrase, « Je ne vous félicite pas d'être venu. » Silence. « Vous n'avez fait que votre devoir. » Silence. « Ça va être très dur. » Et il s'en va. Donc, pas un personnage très sympathique, De Gaulle. Marek Edelman, le héros du ghetto de Varsovie, enfin qui ne voulait pas être héros précisément, mais qui en fut un, il est un homme connu pour son mauvais caractère. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais des amis qui l'ont fréquenté, c'était, disons, c'était une grande gueule. Et comme quelqu'un disait de Gaulle, le caractère, s'il l'avait eu bon, il serait disparu depuis longtemps. Quant à Guevara, c'était un homme de mauvais caractère. Et ce mauvais caractère est une sorte de carapace, de protection. C'est pour mieux être seul. C'est une façon d'être seul. Une façon d'éviter la démagogie, donc l'alignement ou l'abaissement. Alors il y a un point sur lequel je vais interroger Laurent Terzieff, car je voudrais l'entendre comme vous tous. Il y a le fait que, et là c'est un point qui concerne la pièce, et ça, la question s'adresse à Siméon, le bon héros meurt jeune. C'est même indispensable. Le héros a une vie brève. Que ce soit Achille, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Jean Moulin, on meurt jeune. Alors bien sûr, on peut durer, mais si on dure, il faut être vaincu. Le héros est invaincu. Même en un seul mot, et un vaincu en un seul mot, pas un vaincu. Est un homme vaincu. Ah, d'accord, en deux mots. Est un homme vaincu. Est un homme... Je parlais de Gaulle. De Gaulle commence seul et finit seul. Il est mis à la porte par la bourgeoisie française. C'est un homme vaincu. Il faut ensuite que les poètes viennent. Il faut ensuite que les Siméons viennent pour, je dirais, relever le gant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de héros sans un poète, il n'y a pas de héros sans une statue, il n'y a pas de héros sans une légende. Mais quoi qu'il en soit, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Ah, que la vie est raisonnable, disait De Gaulle. Et il y a tout de même ce fait, donc, que le personnage de Philoctète est un personnage de vaincu, mais à la fin, il y a une scène qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui, mais d'ailleurs que Siméon et Schiaretti ont vraiment transfiguré de façon très belle, et qui existe d'ailleurs dans Sophocle. C'est une sorte de réconciliation de Philoctète avec ceux qui le poursuivent et ceux qui le persécutent. C'est une sorte, au fond, de happy end. Au fond, Héraclès apparaît, réconcilie tout le monde. Philoctète va rentrer dans le rang. Philoctète va devenir un bon grec. Philoctète va faire la guerre qu'on lui demande de faire. Il y a une sorte d'hymne patriotique à la fin, de réconciliation finale qui
qui finalement, pour un héros, est généralement posthume. C'est une scène posthume, car le héros meurt dans l'opprobre. Le héros, donc, est une figure exotique, toujours un peu obscène, aujourd'hui parfaitement obscène. C'est pourquoi nous vivons l'âge de l'anti-héros, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, je voudrais écouter Laurent Terzieff. Comment il vit cette fin paradoxale qui est au fond, non pas une apothéose, mais une sorte de réintégration de Philoctète dans le grand patriotisme grec, où il est coude à coude, alors avec Néoptolème, Ulysse, en avant, tous ensemble. Laurent Terzieff. Oui, personnellement, je ne la vis pas tellement. Enfin, je suis Sophocle, là, parce que, effectivement, il n'y avait que Héraclès, en tant qu'ancien compagnon et maître de Philoctète, qui pouvait soumettre Philoctète, ce roc qu'on ne raisonne pas, cette tête de bois. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Je crois d'ailleurs à ce sujet-là qu'il y a chez Sophocle une idée politique de l'époque, de son époque. Il était stratège. Je crois que s'il met une ombre sur son héros ou son anti-héros, selon moi, c'est parce que cette hybris on dit hybris ou hubris? Hubris. Hubris. Bon, cette hybris de la rancune ou de la de la rancune, du ressassement, du ressentiment. Ressentiment, oui, c'est ça. De la rancœur, voilà. La rancœur était sûrement préjudiciable à la cité parce qu'il était question du retour d'Alcibiade, donc d'un homme providentiel, là aussi, et ça faisait problème à l'époque. Et effectivement, il s'agissait un petit peu de stigmatiser cette espèce de personnage qui refuse, qui a subi le malheur. Il croit que le malheur lui donne tous les droits, y compris celui de se perdre en perdant les autres. Ça, c'est pour la fin. Je la vis comme ça, mais je la vis comme une espèce de révélation un petit peu sacrée, qui relève du sacré, effectivement. Parce que dans l'idée de Sophocle, il en fait, c'était un peu accusé dans le texte de Jean-Pierre, il en fait une espèce de type qui bouffe du curé, sinon des dieux, mais il y a chez lui quelque chose qui est contre les dieux. Mais ça aussi, c'est stigmatisé par Sophocle. Je crois que dans l'esprit de Sophocle, les dieux étaient quand même les gardiens de la cité. Sophocle se distingue de ses amis Échille et autres Euripides dans la mesure où il met l'homme au centre de tout. Chez Sophocle, l'homme, personnage de Sophocle, n'est pas un pion manipulé par les dieux. Il est manipulé, il est tributaire des dieux. Il n'est pas manipulé, il est tributaire des dieux, il les subit. Il subit le sadisme des dieux, mais il a son libre arbitre. Et d'une certaine façon, il ouvre une espèce de chemin vers le libre arbitre chrétien. C'est très flagrant, à mon avis, dans Oedipe. Voilà, c'est là qu'on a poussé le sadisme des dieux au paroxysme. Voilà un type qui tue son père, qui engrosse sa mère, qui fait tout ça aveuglément, avant de s'aveugler lui-même quand il découvre ce qu'il a fait. Mais il y a Oedipe à Colonne. Oedipe à Colonne, c'est une espèce de chemin de croix vers la grâce. Voilà. Donc voilà comme je vois, moi, les choses, comment je vois les rapports de Sophocle avec le destin des dieux. Pour ce qui est de Philoctète, oui, Régis, vous avez absolument raison. Pour moi, Philoctète n'est pas un héros, dans la mesure où c'est un vieillard. Je crois que le concept du héros, c'est de mourir jeune. Pour les Grecs, vous aviez encore raison, je vois en grade, le héros, c'est Achille. Celui qui a inventé le héros grec, c'est Achille, c'est inventé lui-même. Bon, il s'est fait lui-même héros, enfin, il s'est fait héros sur le dos des autres, d'ailleurs, mais voilà, les Grecs avaient une conception de la mort, la fameuse Thanatos, c'était aussi la gorgone, c'est-à-dire, pour les Grecs, la mort, c'est l'indicible, c'est le non-sens, c'est la négation de l'homme. Et il n'y a qu'une seule façon de lutter contre ça, c'est de vaincre la mort par la mort. C'est de lui donner un sens alors qu'elle n'en a pas.
parce qu'il n'y a pas encore cette idée judéo-chrétienne de l'au-delà, de la survie. Je me suis toujours rappelé que quand Saint Paul a été évangéliser les Grecs, il a fait, dans un premier temps, il a eu beaucoup de succès quand il a parlé d'un Dieu amour, comme ça, il fallait tous s'aimer, etc. Mais quand il a dit qu'il y aurait une vie éternelle, tout le monde a rigolé et est parti. Voilà. C'est comme ça. Mais il n'était pas fait, c'est pas encore le moment. Non, c'est vrai que c'était très bidesque l'aventure de Saint Paul en Grèce. Donc c'est ça le héros. Achille est typique de ça. Et je me souviens très bien d'ailleurs que j'ai lu quelque part que Héraclite avait dit que... Hölderlin, lapsus, Hölderlin avait dit que les dieux aiment ceux qui meurent jeunes. Hein, voilà. C'est pas innocent de dire, parce que Hegel, Hölderlin, tout ça, ils sont tributaires des Grecs comme personne d'autre, bien sûr. D'ailleurs, peut-être que l'essence même du héros, c'est dans Hegel lui-même, quand il dit que l'homme devient homme à partir du moment où il dit « moi », où il devient conscience de soi, par rapport à l'animal qui est sentiment de soi. Et je crois que le héros va plus loin, le héros grec va plus loin dans ce sens-là. Il s'agit d'aller... Et le héros, ça, je rejoins Régis, il n'est pas aimé par l'homme, parce qu'il est un exemple. Il est un exemple, mais qu'on ne suit pas. Et il sert à donner des noms, à protéger la cité, à lui donner des noms, des cautions, mais on ne le suit pas. Parce que ce qu'il fait n'est pas compatible avec un homme ordinaire. Et c'est vrai que le héros est aristocratique. D'ailleurs, le héros du Cid, qu'est-ce qu'il fait, le Cid ? Il se bat pour la tradition, pour un ancêtre. Hein, c'est vrai. Pour en venir à Philoctète, Gérald a dit des choses sublimes sur le personnage. Je vais me permettre de les répéter. Il dit que c'est à la fois un archer fatal, un déchet toxique et un homme providentiel. Effectivement, c'est un athlète de la plainte et qui renoue avec... il ne cesse de clamer sa douleur, il renoue avec les châtiments grecs qui ne s'arrêteront jamais. Évidemment, Prométhée avec son foie éternellement bouffé, Tantale éternellement tenté, et Sisyphe avec son rocher. Et puis nous avons maintenant Philoctète avec son pied fétide. Et c'est vrai que d'une certaine façon, par Philoctète, Siméon rejoint Camus et Beckett, c'est tout à fait exact. Gérald dit aussi que c'est très joli. Il dit que c'est la solitude infinie d'un homme fini. Un héros paria, un clochard pourrissant sur la poubelle du monde. On retombe sur Beckett, effectivement. Un Robinson sans Crusoe. Vous me rendez confus, là, Laurent, parce que vous avez appris par cœur mes textes. Et ça Tout à fait, mais oui, j'apprends des Garuti tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un Dreyfus sans Dreyfusard, et un quoi ? Et un Robinson sans Crusoe. L'esclave du Nil sans maître. Hein, voilà, je suis complet. Bon. Écoutez, j'aurais été dit par Laurent Terzieff, qui pour moi, je crois, est une source de joie sans mélange. Vraiment, merci. Moi, j'ajouterais que Ulysse, en abandonnant Philoctète sur cette île, lâchement, a causé en lui une mort sociale. Il se trouve à la limite, ou la frontière entre la condition humaine et la sauvagerie animale. Dans sa grotte, il y a bien quelques signes qui prouvent qu'il appartient encore à une certaine condition humaine. Il y a un bol qu'il a creusé dans du bois, une botte de paille pour dormir, de quoi faire du feu, mais c'est tout. Et les animaux,
ses seuls compagnons, sont aussi réversibles. Parce qu'il risque de le tuer un jour. Il le dit d'ailleurs. Les bêtes que je chassais me tueront à leur tour. Donc, là où on rejoint la tragédie, à travers Philoctète, mais pas par Philoctète, c'est que l'arc, selon moi, est la contrepartie de la blessure. Pour moi, infaillibilité et incurabilité vont de pair dans la tragédie grecque. Et le cadeau empoisonné de Héraclès, enfin, involontairement empoisonné, de Héraclès de demi-dieu à Philoctète pour le remercier d'avoir mis le feu à son bûcher, hein, c'est-à-dire de se suicider, parce qu'il souffrait trop lui aussi des douleurs d'atonique de Nessus, constitue pour moi une escroquerie céleste. Et surtout si on prend en compte une autre version de la légende qui dit que Philoctète a été non pas mordu par un serpent parce qu'il avait pénétré dans l'enceinte du temple de la nymphe, mais il a été blessé par des flèches empoisonnées parce que trempées dans le litre de l'air, dans le sang, oui, pardon, et pressé de questions pour révéler l'endroit où Héraclès était mort, ce que Héraclès lui avait interdit de faire, il a indiqué l'endroit non pas par le langage, mais par le pied. Oui, donc c'est là ce que j'appelle l'escroquerie céleste. Et c'est là qu'on touche à ce qui pour moi fonde le tragique grec. Dans toutes les écoles, on nous enseigne que la tragédie consiste en l'affrontement entre la liberté et la fatalité. Mais il y a toujours un moment, surtout chez Sophocle, où il n'y a plus de responsabilité. Toute responsabilité est exclue. Il n'y a plus que ce que j'appellerais la culpabilité du bonheur et le sadisme des dieux. Je crois qu'il y a plusieurs sortes de comiques, de toute tonalité, de toute espèce, mais il n'y a qu'un seul tragique qui renvoie à une essence unique. Par exemple, quand Kennedy, jeune, beau, heureux, le chef de la plus puissante nation du monde, s'effondre sous les balles d'un tireur à Dallas dans les bras de sa femme, il n'y a qu'un mot qui court sur tous les téléscripteurs, les ondes, dans les livres, les journaux, c'est tragique. Et pour le confirmer, l'assassin est à son tour tué. L'assassin présumé. Bon, c'est tragique, parce qu'évidemment, Kennedy ne devait pas mourir. Mais pourtant, quelque chose nous disait qu'il était prédestiné à cette mort. Peut-être à cause de ce trop grand bonheur, de cette trop grande puissance, devenue presque inhumaine, et qui le prédestinait à je ne sais quelle vengeance. Et comme le sang appelle le sang, l'assassin présumé devait avoir cette mort en dehors de la juridiction classique des hommes, parce que la dimension du crime n'était pas cette dimension, justement. Et pour ce qui est de Philoctète... Donc, pour moi, la tragédie, c'est la prescience, entre autres, ce n'est pas que ça, mais c'est la prescience d'une culpabilité sans faute, qui renoue un peu, qui prolonge, ou qui anticipe, toute l'œuvre de Kafka. C'est-à-dire la prescience d'une culpabilité antérieure à nous-mêmes et qui rejoint d'une certaine façon le péché originel chrétien, biblique.
Et pour ce qui est de Philoctète, effectivement, l'arc lui permet de subsister en tuant des animaux qui eux-mêmes le tueront un jour d'ailleurs, mais en même temps cet arc l'isole des humains. Oui, c'est ça, il lui permet de survivre, mais en même temps il le met dans une espèce de... Il fait de lui un chasseur maudit, toujours entre la vie et la mort, de même que lui-même se trouve entre la sauvagerie et la condition humaine. Voilà. Ce que vous proposez est immensément riche. Je suivrai simplement deux fils. La première, qui reprend ce que vous disiez, Régis, c'est la question du héros qui meurt jeune. Peut-on être un héros et un vieillard ? Et le deuxième est celui de la condition humaine, en effet. Et ce qui rejoint la question de la faute, la culpabilité sans faute, comme vous le disiez justement chez Kafka. Ce qui est très différent entre le péché originel, par exemple, et Kafka, c'est que dans le péché originel, on peut assigner une origine à la faute. On peut savoir ce qui fonde la culpabilité. Or, en effet, chez Kafka, il semble bien qu'on ne puisse trouver aucune autre raison que peut-être l'existence même ou le désir, comme disait Deleuze. Enfin, tout dépend des interprétations, mais on ne peut absolument pas assigner de manière... le malheur d'être né. Le malheur d'être né, voilà, comme le dit... Donc, autrement dit, dans l'âge même de Philoctète, est-ce qu'il n'y a pas là, et c'est une question à Jean-Pierre Siméon, est-ce que l'âge de Philoctète n'est pas le signe que la condition humaine, le fait même d'être homme, c'est là le mal dont souffre Philoctète et qu'il exsude, qu'il diffuse de manière paroxystique, ce pied étant le signe de ce mal d'être homme. Et c'est bien pour cela qu'on aurait cette espèce de héros paradoxal, ou peut-être anti-héros, on va y revenir, qu'est Philoctète. C'est-à-dire que est-ce que son héroïsme, c'est de pousser l'humanité dans ses retranchements jusqu'à la limite de la sauvagerie dont vous parliez ? Effectivement, il vit comme une bête, mais il reste un homme. Et cette douleur, il la proclame. Et pourquoi ? Est-ce que cette faute méritait tout cela ? Et est-ce que cette faute, en étant même d'ailleurs certain, on n'arrête pas de lui dire c'est justice, tu es puni pour ta faute, et les traditions même divergent là-dessus. Alors voilà, c'est sur cette question du rapport entre, disons, condition humaine et héros que je t'interroge, Jean-Pierre. Bien. Évidemment, je n'ai aucune réponse sur toutes les questions que tu as posées. Mais j'espère bien. Oui, pour la raison première, c'est que, je le dis avec simplicité, je suis poète. Et que le poète, bien sûr, fait des choix, prend des décisions. Il choisit tel mot plutôt que tel autre, par exemple, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas conscient des conséquences des mots qu'il emploie. Il n'en a qu'une vague intuition, il en a une prémonition peut-être, et même le bonheur du poète, c'est d'imaginer que la polysémie qu'il lève lui échappe, et qu'elle est suffisamment riche, voire contradictoire ou insolente, pour susciter le questionnement du lecteur. Le lecteur qui est le comédien, le metteur en scène, et le lecteur qui est le spectateur, pour ce qui concerne le théâtre. Mais c'est vrai du poème dans le livre. Le poème dans le livre est là d'abord comme un appel à la polysémie, c'est-à-dire à reprendre sans cesse, à travailler et retravailler la complexité de notre existence, tout simplement, des tenants et aboutissants. Donc, ça veut dire que quand j'écris ce texte, je le fais dans la décision de le faire en poète, c'est-à-dire sans, par exemple, la légitimité de l'historien, du sociologue, pourquoi pas, aussi, puisqu'il y a des affaires, du philosophe, sans surtout le savoir épais de l'helléniste, par exemple. Non, je lis, puisque je ne parle pas le grec, et quand Christian Scarretti me demande d'écrire ça, il décrit ton Philoctète, donc, je lis la pièce de Sophocle, et moi je suis toute intuition dans ce moment-là. Je suis d'abord un homme ému, pas un homme pensant. Je n'ai absolument pas lu
de texte préparatoire avant de lire le texte de Sophocle. Je n'ai pas pris de précaution. J'ai dit, je vais lire un poème de Sophocle que je ne connaissais pas. Et ce qui me saisit comme un lecteur du poème, voilà, c'est une multitude de choses qui se lèvent devant moi. Et je sens bien qu'il y en a qui sont évidemment un choix conscient et délibéré de Sophocle, et d'autres choses qui sont de ma propre rêverie, ou de ma propre situation existentielle ici. Choses qui résonnent comme elles ne pouvaient pas résonner, évidemment, du temps de Sophocle, ou même en Sophocle. Alors, c'est là que il y a interpolation très violente, d'une certaine façon, entre le texte d'origine et puis ce que je suis, ce que je ressens. Dans cette subjectivité indigne, impure, qui est celle du poète, puisqu'il s'arroge le droit de mettre là-dedans sa propre rêverie, sa propre sensation, parce que c'est aussi du domaine de la sensation, et ses propres préoccupations. Et préoccupations, comme tout le monde sait, qui sont bien sûr conscientes et aussi inconscientes, car nous avons des préoccupations inconscientes. Nous sommes souvent préoccupés sans savoir de quoi. Et c'est l'écriture du poème qui révèle plutôt de quoi il s'agit. Alors, par exemple, ici, il y a une décision qui est importante dans ma réécriture. Vous en avez beaucoup parlé, et qui n'a peut-être pas été tellement commentée avant ici, sauf peut-être évidemment entre nous dans le travail. Mais cette décision, elle est fondamentale. Effectivement, c'est de faire de Philoctète un vieux. Ce n'est absolument pas dans le texte de Sophocle. Or, c'était faire un choix violent. Parce que, évidemment, ça bouleverse tout. Et là, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je crois, et ça, c'est petit à petit que... D'abord parce que je pensais à Laurent Terzieff, il faut le dire. C'est ce que Laurent vient de me glisser à l'oreille pour me donner un rôle. Non, mais, Laurent, tu ne m'en veux pas, parce que depuis longtemps, il le sait. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est un vieux qui trompe son monde. Chez Sophocle, il a l'âge d'Ulysse. C'est un compagnon d'Ulysse. Ils sont de la même génération. C'est ce qui est très frappant ici dans cette distribution, dans cette mise en scène, c'est que vous avez représenté sur le plateau les trois âges. Néoptolème le fils, Ulysse le père, et Philoclète non pas le Saint-Esprit, mais le grand-père. C'est-à-dire qu'il est une génération comme si pour lui le temps avait passé différemment. Ces années d'exil-là ont constitué une telle traversée au-delà du désert, du roc, c'est pire qu'un désert, parce que le désert, il y a au moins le sentiment de l'infini, alors que là, il n'y a rien, et les flots ne sont pas indéfinis là. En plus l'Emnote est juste en face de Troie, vous savez, donc il peut voir Troie sans y participer, il n'y a pas pire, c'est vraiment Tantale. Et effectivement, ce vieillard, eh bien, c'est ton écriture, Jean-Pierre, qui le fait. C'est pour ça que pour moi, il y a quand même une dimension... il y a un choix qui est très fort, alors qu'il soit intuitif. Et c'est le premier mot de ta pièce, le vieux. Le vieux, bien sûr. Et en fait, tout ce que tu dis me ravit, parce que moi, je ne suis pas le meilleur exégète de ce que j'écris, et sûrement pas. Un poète n'est pas le bon exégète. Mais c'est évidemment très intentionnel qu'il y ait les trois générations. Au reste, pour moi, il y a aussi une autre histoire dans les trois générations. Il y a une histoire du TNP et du travail de Schiaretti, même depuis la Comédie de Reims. Et je vous assure que c'est présent dans ma pensée, c'est-à-dire l'idée que sur scène, il est magnifique que s'illustre, se manifeste la transmission, le passage entre les générations. Et Christian l'a manifesté dans ses autres spectacles. Et on a souvent vu des Isabelle Sadoyan avec des jeunes de l'ENSAT, par exemple, d'Ampère, par exemple. Donc, il y avait cette idée-là. Et en plus, cette intuition me plaisait parce que ce qui, en fait, par rapport au débat d'aujourd'hui, pour faire vif et rapide, moi, ce qui m'a requis, si vous voulez, c'est un héros en décomposition. Voilà, pour moi, c'est un héros en décomposition. Et donc, décomposition physique, n'est-ce pas ? Et c'est aussi la décomposition du héros. C'est bien une fin de règne, la fin de l'héroïsme. Alors ça, oui, évidemment, c'est pas du Sophocle, c'est complètement d'une conscience du XXIe siècle. Ce qui m'a passionné, c'est de voir que... c'est d'imaginer
tout ce que tu dis est vrai, et juste d'imaginer cette solitude radicale dans un enfer, parce que c'est vraiment l'enfer. C'est sous un cagnard pas possible, on est quand même là-bas. Ou dans le froid, puisqu'il y a de la neige aussi à Lemnos en hiver. J'ai vu une carte postale que Christian m'a ramenée. Donc c'est aussi bien le terrible soleil brûlant et sur de la pierre, c'est une terre volcanique quand même. En tout cas, c'est comme ça que moi je pousse les choses. Et il est vrai que ça me plaît cette idée de cette violence-là. Voilà. Et le vieux en question, il a quand même une terrible force, n'est-ce pas? Parce qu'il survit inexplicablement dans cette douleur, d'abord dans le contexte désertique dans lequel n'importe qui pourrait mourir, évidemment, mais en plus avec sa douleur. C'est quand même un surenchérissement de malheur effroyable, quoi. Et cette douleur qui est une mort quotidienne. Et là, moi, je m'imagine que très vite, pour moi, ça signifie, oui, condition, c'est un problème métaphysique, c'est une condition humaine, c'est tout ce qu'on a pu dire derrière. Et le pied bouffé qui fait hurler tous les jours, pour moi, c'est quelque chose de très ordinaire. C'est l'héroïsme de chacun. On traîne tous notre pied sanglant, non? Et on essaie sans cesse de le soigner, mais il refait mal tous les jours. Donc, il y a vraiment tout ça pour moi dans le traitement que je fais de ces choses. Et il y a effectivement du Beckett, du Kafka, j'assume ça complètement. Comment je veux dire, tout ça m'amène à poser la question du héros autrement. C'est quand même un héros pour moi. Mais j'adore le héros humain dont on parlait. C'est un héros souffrant. C'est-à-dire que peut-être l'âge qui vient, c'est l'âge du héros dans la souffrance. Mais regardez, on va parler de la fin. Après, je me tais, si c'est trop long, vous me dites. Hein. Mais il y a de la fin, la question d'Héraclès, etc. Oui, le happy end, sans doute. Mais il y a sûrement la raison chez Sophocle que dit Laurent, j'en suis certain. Hein. Bon, il faut que s'accomplisse le destin, de toute façon. Mais on y a ajouté quelque chose qui est cohérent avec tout ce que je viens de dire. Et Christian, d'ailleurs, m'y a poussé. Puisqu'il m'a demandé de réécrire cette fin, après en avoir parlé. Et on y a ajouté quoi? On y a ajouté cette dimension flagrante, je crois, d'un Héraclès qui est souffrant, un dieu fatigué, un dieu souffrant et un dieu fatigué. C'est quand même un dieu qu'on voit là brûler, qui a du mal à parler tellement il a tout le poids de tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a à vivre, il n'en peut plus, quoi. Voilà. Le héros est fatigué, le dieu est fatigué, ils n'en peuvent plus. Et l'héroïsme de Philoctète, pour moi, il est aussi l'héroïsme d'Héraclès de continuer malgré tout. Et en soupirant, en souffrant, mais quelque chose quand même l'émeut. Quelque chose l'émeut. Et je crois que, au fond, ce qui me passionne, c'est de se poser la question alors du héros aujourd'hui. Non pas de l'anti-héros à la manière du banal, à la manière de Bove, par exemple. Vous voyez Emmanuel Bove, qui crée de l'anti-héros. Le banal, il fait des romans, on sait, autour de l'être le plus... Ou Bartleby, je préférerais ne pas. Ces êtres complètement destitués, dépossédés de tout. Non, c'est un autre héroïsme. Mais peut-être l'héroïsme de l'homme ordinaire, qui porte son pied et qui arrive quand même à agir, à parler avec son pied. Et là-dessus, je finirai avec la phrase qui pourrait prêter à bien de Paul Claudel, qui disait « À tous les surhommes, je préfère... » À tous les spectacles, pardon. À tous les surhommes, je préfère ce spectacle rare entre tous, un homme juste et juste un homme. Alors, opposer l'homme juste au surhomme, je ne parle pas de l'honnête homme du dit, c'est autre chose. L'homme juste, c'est peut-être ce que cherche à être de façon obstinée et insupportable Philoctète. Alors là, on est au cœur de la question. Régis Debray, ces héros sont-ils trop humains, trop souffrants, trop décomposés pour demeurer encore des héros? C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la question en effet de la banalité et de l'anti-héros. On est vraiment dans la question de la ruine. Alors,
Quel est votre regard sur cette... D'abord, si l'interprétation est libre, comme y invite Siméon, je dirais que la solitude est chez Philoctète est une preuve de courage et d'endurance, donc encore une preuve d'héroïsme. Ce n'est pas une victime pour moi. Hein. Vous avez dit, Siméon, chacun peut interpréter, chacun peut être poète. Ce n'est pas une victime, parce qu'il a choisi de l'être. Preuve d'une victime, tout de même, c'est que ça tombe comme ça. Bon. Il a donc... il vieillit héroïquement. Mais alors là, il faut dire que... Puisque je maintiens tout de même l'idée que le héros meurt jeune, mais par chance, il y a le grand homme. Et le grand âge, c'est au grand homme. Le grand homme a été une invention astucieuse du XVIIIe siècle. D'abord, l'espérance de vie commençait à monter, hein, et puis on ne faisait pas la guerre. Donc il fallait tout de même qu'il y ait cette notion de grand homme qui apparaît après celle du héros, qui est une sorte de démocratisation du héros, et qui est surtout, je dirais, un généraliste. Un grand homme peut être un scientifique, un grand homme peut être un juriste, un grand homme peut être un écrivain. Il n'est plus forcé de... Quelle est la phrase que vous mentionnez dans votre livre de Hugo, la dernière marche du Perron, c'est ça? Oui, la dernière marche du Perron, oui. La dernière marche du Perron suprême, oui, la fraternité. Mais quoi qu'il en soit, le grand homme, lui, peut vieillir sans se rapetisser. Ce qui est un privilège inouï, tout de même. Et donc... aujourd'hui, on a besoin de grands hommes. D'abord parce que les héros n'ont plus d'emploi, et donc il y a un chômage technique, si vous voulez. Et le grand homme, dans un pays où l'espérance de vie atteint 80 ans pour les hommes et plus pour les femmes, le grand homme est bienvenu. Donc, Philoctète, contrairement un peu à ce que vous dites, Philoctète, pour moi, reste dans son malheur un héros puisqu'il l'a choisi. Et j'aurais peut-être une petite différence avec Laurent. Vous avez dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus de l'expression, vous avez dit que le héros est un moi solitaire. Oui, c'est un moi solitaire, mais traversé par un nous. Et ça, je crois que c'est très important. Mais ça, c'est dans votre livre, là. Non, mais d'accord, mais indépendamment de ça... Non, mais attendez, c'est dans Hegel, d'abord. Hein, je ne veux pas faire l'érudit, mais tout de même, il y a cette idée chez Hegel de l'homme d'affaires, du génie de l'univers. C'est-à-dire, c'est un homme qui porte des valeurs d'avenir sans le savoir. Disons, César est un ambitieux, d'accord, il prend le pouvoir, d'accord. Mais il fait l'histoire. Mais il va centraliser l'Empire romain qui va lui permettre de coloniser tout l'Occident, donc il fait avancer la civilisation. Il y a tout de même dans l'idée du héros, l'idée d'un homme qui est un devancier, un annoncier, un homme qui préfigure, un homme qui sera porté par quelque chose d'autre que lui-même. Un homme à travers lequel s'exprime une tendance historique, un avenir. Alors, le héros va échouer, mais il y aura à travers lui ce courant d'avenir qui va passer. C'est important, parce que dans un monde... Vous voulez dire le primat de la vie publique sur la vie privée. La vie publique traverse la vie privée et la porte plus loin qu'elle-même. Ce qui, aujourd'hui, dans le tout à l'ego que nous connaissons, devient une chose rare, puisqu'on est aujourd'hui dans la promotion de soi, et non plus, on n'est plus porté par un nous. C'est-à-dire, on a des énergies, oui, mais elles sont à compte d'auteur, si vous voulez. Ce sont des productions ombilicales. Et donc là, il y a tout de même quelque chose que nous rappellent les Grecs, c'est... oui, il y a du civisme à travers... où il y a quelque chose qui concerne l'universel. C'est pourquoi le héros peut être un guerrier, mais ce n'est pas un baroudeur, ou ce n'est pas un casse-cou, parce qu'il est subordonné à quelque chose de sacré, il est subordonné à quelque chose qui le dépasse. Donc il est universalisable. Ce n'est pas un aventurier.
il a une ombre écrasante au-dessus de lui. Il s'inscrit dans un roman national, un roman patriotique ou un roman universel. Il ne dirige pas une entreprise, il ne règle pas des comptes personnels. Comme certains, qui ont parfois des positions très élevées, mais qui ne sont pas des héros. Que nous ne citerons pas par décence. Ce sont des anti-héros, tout simplement. Mais écoutez, l'anti-héros dans la pièce, on n'en a pas parlé. Enfin, peut-être que Siméon pourrait en dire un mot. Pour moi, l'anti-héros, c'est Ulysse. Je sais qu'Ulysse est le... Ulysse est un astucieux, est un opportuniste. Il va vivre longtemps. Pour rentrer à Ithaque, il faut du temps. Pour retrouver sa femme, il lui faut une dizaine d'années tout de même. Et c'est vrai que Ulysse est un peu l'homme du coup bas, est un peu l'homme qui colle à la situation, est un peu, je dirais... Donc c'est lui... Je peux dire une chose, oui, bien entendu. C'est simplement, il y a une dimension qui souligne ça, moi j'y tiens, c'est la langue. Et la langue d'Ulysse n'est pas la langue des autres. C'est une langue restreinte, c'est une langue de l'efficacité, sans doute. Mais je crois que c'est important parce qu'il n'y a pas de héros sans exaucement, je crois, et notamment exaucement de la langue. C'est-à-dire le héros, regardez le souffle rhétorique des héros, de héros contemporains et des anciens. Même. Il y a une emphase du héros, il y a une emphase de l'âme, à mon avis, une emphase du cœur, parfois une emphase physique, puisqu'on les présente souvent comme des athlètes majuscules, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une emphase intérieure, même, si je puis dire, et ça se traduit dans la langue. Il n'y a pas de héros, on l'a dit sans doute, sans une poétisation dans son propre discours et dans la façon dont on s'adresse à lui. Quand on s'adresse à un héros, on ne parle pas comme on s'adresse à n'importe qui d'autre. Alors Ulysse, de ce point de vue-là, et c'est là que effectivement j'interviens du point de vue de la langue, je crois que je lui interdis la posture du héros, parce qu'il n'a jamais, il ne supporte pas d'ailleurs, il n'a jamais la posture ni de Néoptolène, qui va volontiers dans l'emphase, surtout pas celle de Philoctète, qui est, à mon avis, du point de vue de la langue, du point de vue rythmique même, et du point de vue lexical, sont deux antithèses, enfin, c'est deux points antithétiques. Voilà. Oui, donc, Ulysse est une préfiguration de l'anti-héros moderne. Je ne dis pas que c'est une sorte de Pardamu grec, car pour moi, le véritable, et je dirais, le prophète, le anti-héros prophète, c'est Pardamu dans Céline. C'est-à-dire l'homme qui précisément vient pour dire, écoutez, la guerre est industrielle, ce n'est plus une affaire d'aristocrate, ce n'est plus une affaire de héros. Je suis perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés, et tout d'un coup, Pardamu s'aperçoit que cette imbécilité infernale peut parfaitement continuer sans lui, et il se tire. Bon, un peu comme Ulysse en un sens. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la guerre se prolétarise en quelque sorte, se démocratise, devient une guerre de masse. Elle s'industrialise. Le héros n'en a plus que faire, ou alors il va devenir à nouveau, mais alors non plus dans une guerre industrielle, mais dans la guerre clandestine, il va devenir le résistant, c'est-à-dire le clandestin. Donc là, il y a, je crois... Pardon, ouais. Mais que faites-vous des anti-héros des Russes, par exemple Lermontov, un héros de notre temps, tous ceux qui ont inspiré justement les Camus et autres. Oui, attendez, c'est un anti-héros, mais je crois me souvenir que Lermontov est mort très jeune, en duel, comme Pouchkine. Comme son héros, d'ailleurs. Comme son héros. Et son héros avait d'ailleurs quelque chose, qui le rapproche de Philoctète. Il pue, il est laid. Personnellement, il était... Je crois que Lermontov était un être très peu séduisant. Et Oblomov? Ah bah oui, lui c'est un... C'est un anti-héros quand même. C'est un paresseux intelligent, quoi. Bon, je ne sais pas comment dire. Quoi qu'il en soit... Non, c'est même pas un anti-héros. Est-ce que vous diriez que l'anti-héros est celui qui refuse d'entrer dans l'histoire et qui refuse d'assumer cette position, cette place de celui qui va sauver ou porter la communauté? Oui, je pense que si vous regardez les 4 définitions du petit Larousse au mot héros, ce que j'ai fait avant de venir ici, premièrement, un demi-dieu. Tricheur. Non, mais
Le Petit Larousse est en vente publique. Vraiment ? Je veux dire, c'est pas... Un scoop ? Chacun peut le regarder. Non, mais vous voyez dans les 4 définitions, on commence par le demi-dieu, puis l'homme qui excelle à la guerre, puis le protagoniste d'une œuvre de fiction, et enfin le type qui est dans un événement dont on parle. C'est un peu ce que vous disiez, disons, de Achille à Zidane. Mais il y a même un long mouvement. Achille est le petit-fils d'un demi-dieu, finalement. C'est le fils d'une déesse. Pardon. Fils de Tétis. Mais il y a donc un long mouvement d'atterrissage, si vous voulez. C'est-à-dire une sorte de vol plané de l'Olympe. Et il se scratch. Vol plané de l'Olympe vers le fait divers, vers le journal du dimanche. Et donc là, il y a effectivement, je dirais, une désacralisation des enjeux qui fait que le héros a du mal à trouver un nous aujourd'hui, puisque, autrement dit, si vous voulez, la profanation, simplement le passage du sacré au profane, la profanation de tous les idéaux. Vous aviez mentionné au départ l'idéal patriotique, et c'est vrai que le sentiment national, Jeanne d'Arc a été créée par une héroïne, très ambiguë par ailleurs, très ambivalente en tout cas, mais il est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas dans un contexte tellement désacralisé comme le nôtre, où au fond, il faut que chacun occupe toute sa place et soit vu le plus longtemps possible, mais dans une pièce qui ne le précède pas et qui ne lui survivra pas, dans une pièce qui est liée à sa propre vie. Autrement dit, il y a une sorte de réduction des enjeux, si vous voulez, historiques, ou peut-être de la disparition de l'histoire, tout simplement, qui fait que l'historiette triomphe. Il n'y a plus que des historiettes. Et donc, je dirais que le showbiz ne sied pas à l'héroïsme. Ça tout ça parce qu'évidemment, le star system produit des vedettes, mais pas des grands hommes. Ah non, certainement. Et encore moins des héros. Certainement pas. Mais il produit des grandes figures comme vous, mon cher Terzieff. C'est vrai que Laurent Terzieff est vraiment l'emblème de la concession infinie au Star System. C'est vrai. Tout votre itinéraire le prouve, Laurent. Je souscris. Mais sur cette question du dépassement qui, je crois, est vraiment centrale, parce que, Laurent, vous avez traversé un grand nombre de personnages, justement, que ce soit au théâtre ou au cinéma, parce qu'on parlait de votre aventure. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise le héros, y compris dans des figures éventuellement négatives, y compris, vous parlez des anti-héros. Donc, quels sont les héros qui vous ont habité? Qu'est-ce que vous avez senti, vous avez l'impression de traverser, et qu'est-ce qui chez eux vous semblait de cet ordre du dépassement? Ça de façon contemporaine? Oui, de façon contemporaine. Oui, Gérard Philippe, voilà, il était emblématique de quelque chose. D'ailleurs, lui aussi, il est mort jeune, il n'a pas supporté d'avoir 40 ans. Voilà, il était aimé des dieux et il représentait vraiment un ange, quelque chose qui vraiment, était l'esprit d'un héros. Mais il représentait beaucoup de choses, une nouvelle sensibilité, un refus de tas de choses, un défi. Voilà, je prends. C'est le premier exemple qui me vient à la tête. Je n'avais pas réfléchi avant, mais voilà, c'est un héros. Oui. Et il ne faut pas non plus penser que le héros n'est pas un martyr. Je pense ça par rapport à Philoctète. C'est vrai, c'est un héros souffrant, c'est un athlète de la plainte, comme vous disiez, mais il n'est pas un martyr. Pour moi, le martyr, c'est celui qui choisit de souffrir par imitation du Christ, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Je crois que le héros, c'est autre chose. Le héros, c'est quelqu'un qui a décidé une fois pour toutes de faire fi de toute contingence, que ce soit celle des hommes ou celle de la nature, et la contingence aussi de la vie absurde. Et c'est là qu'il rejoint l'esprit grec, n'est-ce pas? La mort n'a pas de sens, il faut lui en donner un. Il faut lui en donner un en courant tous les risques et donc en mourant jeune. Oui, mais la mort n'a pas de sens, mais pour un grec, il y a la postérité. C'est la déesse, c'est pas très drôle. Hein. Non, pas seulement, c'est la légende. Oui. On fait la guerre et ensuite il y a Homère, ou il y a Sophocle. Dans le héros, il y a l'idée du qui perd gagne. Aujourd'hui, on ne supporte plus de perdre.
le vaincu, le loser, comme on dit, est un homme déshonoré. Notre culte de la réussite, notre culte de la surface médiatique, etc., fait qu'aujourd'hui, maintenant, tout est maintenant, si vous voulez. Il n'y a plus de héros. Parce que où vous parlez d'un martyr, et alors vous avez une promesse de vie éternelle qui autorise le sacrifice de sa vie, puisque on est au service de Dieu qui va vous recueillir un jour au jugement dernier. Mais sinon, lorsque l'histoire naît, aux alentours, disons, aux alentours de la Renaissance, on se sacrifie, on perd la partie, mais on la gagnera à titre posthume, parce qu'il y aura un après. Il y aura soit la nation, soit la République, soit la science avec un grand S. Donc il y aura quelque chose qui nous a précédés, qui nous excède et qui va nous succéder. Donc c'est tout de même cette idée de s'inscrire dans une lignée où il y aura des Siméons qui viendront pour ramasser le déchet et en faire de façon poétique un modèle d'identification, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois que la crise du héros, si j'ose dire, c'est précisément la crise du futur et celle du passé. Autrement dit, dans le présent omniprésent rend difficile le sacrifice. C'est précisément cette notion de sacrifice dont je voulais parler. Est-ce que vous considéreriez que le sacrifice, la disparition du sacrifice implique la disparition du héros? C'est une question... Non, mais la question me laisse perplexe. Moi, est-ce que si tu veux relier ça à Philoctète, si tu veux, ou comme mais tu... Non, mais Philoctète n'est pas un être sacrificiel, je crois pas, moi. Je veux dire, il met pas sa souffrance en oblation à quelque. Il dit pas voilà, je souffre pour ça ou pour tel Dieu ou non. Enfin, en tout cas, moi tel que je l'ai pensé, il n'aime pas sa souffrance. Il dit ah oui, enfin, quand il doit pas partir. Et il l'aime pas et en même temps il est complaisant à elle. Bon, mais cette contradiction, on la connaît tous. Donc, mais je crois pas qu'il. Ce n'est pas Job. Non, je pense pas. Moi, il en a parlé un peu, Laurent, tout à l'heure, de la relation au Dieu telle que moi je l'ai imaginée. Effectivement, moi je lui ai donné une impiété presque extrême, presque. Enfin, voilà, c'est plus que de l'impertinence et de l'insolence. C'est pas très loin sacrilège, du reniement des dieux. Oui. Il y a quelque chose qui. Je voulais dire aussi, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais. Ce qui est intéressant chez cet homme, c'est ses refus. Ses refus. Il n'en a pas qu'un, il en a plusieurs. Et il a quand même ce refus premier. Alors là, Régis Debray en parlait, le refus d'incarner son rôle dans l'histoire. Parce qu'il faut comprendre que la pièce est vue par les Grecs, et par nous, au fait, par des gens qui savent que Troie est tombée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la pièce, Sophocle n'a pas inventé l'argument. Il est allé le prendre dans l'Iliade. C'est 7 lignes dans l'Iliade. Les 7 lignes dans l'Iliade résument tout l'argument. C'est-à-dire, on sait, quoi qu'il en soit, que... L'oracle d'Hélénos, tu dis. Oui. C'est-à-dire, il y a un déroulement officiel des faits, une histoire qui est déjà constituée. Et donc, la pièce se joue au moment où l'histoire est déjà faite. Et on voit quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'histoire. C'est presque du Tex Avery, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il refuse d'être le héros qu'il doit être. C'est bien un moment, je fais dire, d'ailleurs, Ulysse lui dit, mais c'est prévu, enfin, tout le monde lui dit. Hélénos l'a dit, les dieux le disent. Tu dois aller à Troie, c'est pas possible. Et il refuse l'histoire. Et avec un entêtement qui est risible. C'est drôle, effectivement. Et moi, je riais en écrivant ça. D'ailleurs, je suis content que les gens rient. Il détient le destin des Grecs, mais donc il y a la possibilité de sauver ceux qui l'ont trahi. Oui. C'est le seul aspect du personnage où c'est vraiment tragique, d'ailleurs, pour moi. Parce que la tragédie ne vient pas de Philoctète. Effectivement, il y a comme vous dites, Régis Debray, il y a quand même un côté un peu martyr dans la mesure où il préfère que l'univers périsse plutôt que. Il y a quelque chose qui le dépasse. Ce que vous disiez, le sacré, c'est-à-dire il préfère que l'univers périsse plutôt que de rien céder sur l'honneur.
C'est ça. Oui, parce qu'il y a tout de même au-dessus de Philoctète et au-dessus de tous les protagonistes, il y a tout de même la communauté des Grecs en lutte. Il y a une sorte de, je dirais, de dignité civique, d'exigence civique. Pourquoi, à la fin, moi j'interprète ça peut-être à tort, mais comme au fond, tout le monde se résigne à être patriote, quoi. Bon, il y a une guerre à faire, il faut la faire. Donc, il y avait tout de même dans l'idée de la cité avec un grand C, il y avait comme une transcendance. Il y avait évidemment une sacralité. D'ailleurs, on ne séparait pas les dieux et les hommes. Il y avait Athènes parce qu'Athéna était là au-dessus de Athènes. Donc c'est vrai que si le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et ce qui légitime le sacrifice, disparition de la dimension sacrale, perplexité pour une action héroïque qui généralement exige le sacrifice de soi. Quand un radio, pendant la guerre, était parachuté dans le Terre en France, il avait une pilule de cyanure dans la poche parce que le temps moyen de vie était entre 2 jours et 2 mois. Bon. Donc c'est un sacrifié. C'est un sacrifié parce que il y a quelque chose plus grand que lui qui s'appelle la patrie ou la République et que le nazisme est insupportable et qu'il y a un peuple français. Il y a un peuple français qui était là avant lui et qui sera lui et qui sera après lui et qui peut-être recueillera sa mémoire. Disons que le peuple c'est ce qui dure, le people c'est ce qui passe, si vous voulez. Et évidemment, quand tout est people, on se dit à quoi bon jouer son va-tout? Je vais prendre une petite place sur la scène, si j'ose dire, ou à l'écran de télévision. Et puis, voilà, donc je dirais que là, vraiment, l'effritement des transcendances, mais je dis ce mot sans surnaturel, l'effritement des transcendances séculières ou laïques, c'est quelque chose qui, effectivement, qui rend l'anti-héros tout de même beaucoup plus moderne que le héros. Alors, avant qu'on creuse cette question de l'anti-héros, qui lui-même a creusé sa propre tombe, on va vous faire passer, pour ceux qui le veulent, des papiers si vous souhaitez poser une question. Et on réservera un petit temps à la fin de cette séance pour y répondre collectivement. Donc, si on peut juste, s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à vous signaler à ce jeune homme qui se trouve à l'entrée et qui circule parmi vous. Voilà, merci et n'hésitez pas. Alors, sur cette notion d'anti-héros, tout à l'heure vous parliez des Russes. Laurent, comment vous définiriez l'anti-héros? Un sentiment de survie de soi par rapport à l'absurde. Par rapport au non-être, au non-sens, etc. Un sentiment d'étrangeté par rapport au monde. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça d'ailleurs. D'étrangeté par rapport au monde et voilà, c'est ça, c'est comme ça que je définis. Et donc ça rejoint le refus d'entrer. Pour moi, l'anti-héros, c'est à la fois Oblomov sur un plan prosaïque et Stavrogin de Dostoïevski sur un plan, disons, plus lyrique. C'est celui qui dit « je ne suis pas concerné », comme Bartleby. Et ça peut très vite rejoindre le cynique. Étranger. Là, Debrec en parlera mieux que moi. Étranger, c'est pas pour rien qu'il appelait ça étranger, Camus. Tu voulais nous lire à propos un extrait de Rilke sur le héros qui meurt jeune. Je veux bien je peux vous lire ça. Oui, c'est exactement sur le héros qui meurt jeune. Ça fait plaisir à Régis, mais je vous lis un extrait, parce que lire du Rilke à côté de Terzieff, vous voyez ce que je veux dire. Après, tu vas le lire, Laurent? Essayez quand même. Non, mais je vais vous lire 6 vers, 7 vers de la 6e élégie d'Epino. Voilà. Et il ne faut pas attendre de moi que j'en fasse l'exégèse, parce que vous savez, comme disait Frédéric Schlegel, annoter un poème, c'est tenir des conférences anatomiques sur un rôti. Donc, je vous laisserai avec le mystère du poème. Avec les morts de la jeunesse, étrangement voisine le héros. Durer nullement ne le tente. Sa vie est de montée. Il s'enlève toujours et s'avance dans la constellation sans cesse différente de son constant péril. Là, peu saurait l'y trouver.
Mais le destin, obscur sur nous et qui se tait, soudain avec lui s'enthousiasme et le chante en l'emportant au cœur de l'ouragan de son monde en rumeur. Très beau. Il y a aussi un autre très beau truc qui s'appelle Le jeune garçon, et c'est le jeune garçon qui s'imagine en tant que héros. Je voudrais devenir un de ceux-là qui passent dans la nuit sur des chevaux sauvages, laissant flotter au vent de leur galop la chevelure dénouée de leur flambeau. Je voudrais être comme un barque à la proue et dressé, grand tel qu'un drapeau déployé, sombre mais casqué d'or changeant. Et en arrière, 10 hommes faits d'identiques ténèbres, avec des casques pareils aux miens, blancs comme verre ou sombres, vieux, aveugles. Ils souffleraient autour de nous la noire solitude que nous parcourons comme un songe bref. Les maisons dépassées retombent à genoux, les rues baies et biaisent, les places reculent, mais nous prenons tout et nos chevaux bruissent comme une averse. C'est le jeune garçon. Quel voyage. Alors, durer nullement ne le tente, dit Rilke. Durer nullement ne le tente. On voit bien que cette question du temps est absolument centrale dans la définition du héros. La durée de sa vie doit être en quelque sorte inversement proportionnelle à celle de sa légende. Régis, je vous vois déjà froncer le sourcil. Non, moi je voudrais plaider pour le anti-héros au fond. Merci. Merci pour lui. Il était temps tout de même que quelqu'un prenne la défense du pauvre type. Parce que le culte du héros, c'est bien commode. Ça nous dédouane facilement de notre médiocrité. Disons que De Gaulle était vraiment bienvenu en 1944. Et comme il disait, tous les Français ont été, sont ou seront gaullistes, et ils le sont devenus. Ça permettait d'effacer un peu l'ardoise. Hein, bon. Donc il y a une façon un peu comme quand on se délaisse de sa mémoire sur une statue, hein, on n'a plus besoin de se souvenir parce qu'on a fait une statue au grand homme, donc on n'y pense plus. Il y a dans l'anti-héros, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas de surmoi et qui, peut-être, au lieu de se raconter des histoires, comme on dit, accepte de n'en pas avoir et peut-être sacrifie l'illusion à l'authenticité, c'est-à-dire à l'authenticité de ce qu'il est. Il n'y a pas de héros pour son psychanalyste, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre, et c'est vrai qu'on est tous le valet de chambre de nous-mêmes un peu aujourd'hui, et donc l'absence de grands mythes d'identification, l'absence de grands récits, comme on dit, nous incline évidemment à aller du côté de l'existentiel, je dirais aller du côté où tu es allé, voilà. Mais au fond, c'est peut-être un passage à vide. En tout cas, il y a, disons, peut-être, c'est l'avantage du retour à la nature, c'est qu'on devient plus naturel, et le héros est une question de culture. Un héros, c'est même quelqu'un qui se raconte une grande histoire et qui se loge dans cette grande histoire-là, n'est-ce pas ? Que ce soit la passion du Christ pour un saint, que ce soit les grands exemples, Alexandre, César, Napoléon, pour les hommes d'action. Enfin bon, il y a comme une sorte de projection de soi dans une figure idéale qui, lorsqu'elle s'effrite ou lorsqu'elle s'écroule, nous met devant notre miroir. Et au fond, nous nous déculturons. Et c'est une façon peut-être donc de couper à la tentation héroïque. Mais je peux dire, en fait, il y a un héroïsme sûrement à comprendre, comme tu le dis, enfin, dans
une pensée contemporaine. Le fait que notre Philoctète dure, justement, donc il est anti-héros par là, puisque le durer nullement ne l'intéresse, le héros. Il dure, il vieillit, il résiste. Il pourrait se tuer. Il pue aussi. Il aurait pu se tuer. Il a refusé de se tuer. En fait, il a cette douleur au pied, il pouvait se jeter du haut de la falaise, comme il le dit, etc. Donc il veut durer malgré tout. Et je trouve que cette insistance à vivre malgré tout, malgré le contexte, malgré la violence des choses, la violence du monde, les trahisons de l'histoire, parce qu'il est un trahi de l'histoire aussi, etc. C'est quelque chose qui nous concerne. Au fond, comment continuer et pourquoi continuer malgré tout? Sinon, pour faire objection au néant. C'est tout. On peut trouver là une sorte de justification éthique, au fond, qui transcende toutes les autres circonstances historiques, etc. Peut-être. C'est vrai, mais c'est là que la pièce se néantise, parce que finalement la tragédie ne vient pas de Philoctète, elle vient de Néoptolème. Néoptolème est dans la tradition grecque, c'est un jeune homme qui doit subir l'initiation. Et le passage de l'éphèbe à l'hoplite, c'est-à-dire l'idéal du guerrier grec, ne peut pas se faire parce que ce dont l'exhorte d'ailleurs Philoctète, c'est-à-dire d'être lui-même, d'être vertueux. Non, parce que la morale de l'hoplite demande la participation à la guerre. Et l'hoplite, c'est l'affrontement héroïque des guerriers mythiques qui meurent et qui combattent et meurent de face. Et d'une certaine façon, Néoptolème se trouve devant un choix existentiel insoluble. Néoptolème pose un problème qui est proprement tragique, c'est-à-dire choisir entre trois pères. Nous avons le pragmatisme manipulateur de Ulysse, d'abord son propre père, n'oublions pas Achille, qui est mort à Troie à la guerre, donc il y a le guerrier mythique, et donc le pragmatisme d'Ulysse, et alors l'idéal, enfin l'isolement plutôt, l'isolement altier, crépusculaire du martyr, justement, voilà, il devient un martyr de Philoctète. Et je crois que la tragédie vient du fait de cette impossibilité de choisir entre trois modèles, que la tragédie finalement devient non pas celle de Philoctète, mais celle de Néoptolème. Contrairement aux autres pièces de Sophocle, on n'a jamais évoqué d'ailleurs notre travail, c'est la seule pièce où un héros, comme d'abord on assiste à la mutation d'un héros. C'est la seule pièce. Et de Sophocle, et je crois que de toutes les tragédies grecques, il y a une mutation chez Néoptolème. La mutation d'un héros. C'est ça. Et puis, on assiste aussi à une impossibilité d'assumer son destin. Ce qui me semble très intéressant dans cette notion de tragique, c'est qu'en effet, elle n'est pas portée, comme c'est souvent le cas, par le héros éponyme. Enfin, vous prenez Ajax, Oedipe, Antigone. Ni par le sang. Mais que l'héroïsme est là apparemment impossible, puisque les trois modèles dont vous parlez, c'est-à-dire l'héroïsme frontal d'Achille, des guerriers mythiques mais qui sont morts, l'héroïsme latéral, qui est celui des hommes de biais, de l'homme en 1000 tours comme Ulysse, et l'héroïsme qui est plutôt un héroïsme en effet spectral, comme vous le disiez, ou même paradoxal de Philoctète, puisque c'est celui qui se pose comme victime qui va triompher. Aucun de ces trois héroïsmes n'est acceptable pour Néoptolème, qui, à mon sens, donc, n'est pas un héros, c'est-à-dire qu'il rate son initiation. Enfin, l'initiation est faite d'une épreuve, mais la première épreuve qu'on lui propose est une infamie. On lui propose de voler son moyen de subsistance, son moyen de défense et finalement sa seule dignité à un vieillard. Donc c'est une infamie, et d'ailleurs, je le disais avant-hier avec Jean Bollax, ce héros devient Pyrrhus chez Racine, c'est-à-dire que les actes de gloire de Néoptolème, c'est de tuer un vieillard, de jeter un bébé du haut d'un rempart et de faire du chantage à une esclave grecque. Voilà. À une esclave troyenne, pardon. C'est ce que va devenir Pyrrhus, qui n'aura finalement aucun titre de gloire. Le malheureux fils d'Achille, écrasé par son père. Donc c'est vrai que le tragique, c'est l'oscillation entre ces héroïsmes qui sont tous trois impossibles. Jean-Pierre ? Pardon, c'est la seule pièce de Sophocle aussi où d'habitude les personnages de Sophocle refusent le compromis. Et Néoptolème le cherche, le
compromis. Mais il n'y a pas de compromis possible. C'est là que la situation est tragique. Il n'y a pas de compromis possible. Et il commence par des... il y a un mensonge initial, bien dicté par Ulysse, et puis après, il s'englue dans des mensonges par omission, en attendant toujours qu'une solution va arriver qui arrangera tout. En fait, rien n'arrive. Est-ce que tout héros est sans compromis? Ça fait partie de la question. Je sais que ce spectacle, il intéresse beaucoup des jeunes qui s'identifient à Néoptolène. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une question de la jeunesse de notre temps. Et peut-être que le mot de tragédie est fort, mais enfin, quand même, c'est la difficulté du jeune d'aujourd'hui qui se trouve confronté à ces trois figures dont on a parlé. C'est-à-dire, il y a le temps mythique, l'histoire mythique, les grands modèles, Achille, quoi, disons, hein. Il y a le pragmatisme cynique qui s'offre aux jeunes d'aujourd'hui, et puis il y a les anciens qui ont leur histoire, qui ont été trahis par leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les idéologies qui nous ont trahis, etc., et qui sont des imprécateurs au nom de cette trahison, et qui veulent plus en... Voilà. Et donc, moi, je vois Néoptolène comme un jeune d'aujourd'hui, pris entre ces trois figures-là. Et sa tragédie, c'est qu'il n'a aucune issue, sauf à inventer autre chose, quoi. Alors, tu me permets de poser une question, là, justement, qui est formulée par un des spectateurs, et que j'allais poser. Quelles conditions faudrait-il aujourd'hui pour qu'un héros émerge? Donc, que reste-t-il à ce jeune trait d'union d'aujourd'hui avec des traits d'union, puisque la formule est consacrée? Donc, quelle forme d'héroïsme possible aujourd'hui? Je n'ai pas une réponse savante. Je dirais, on a parlé de transcendance tout à l'heure, Régis a parlé de transcendance. À mon avis, il n'y a de héros, d'exaucement, que s'il y a identification à quelque chose de supérieur. Donc une foi, voilà, un sacré, ou une hypostase, enfin une transcendance, quelque chose au-dessus, une idéologie qui subsume, quoi, et qu'on puisse être aspiré dans les principes que cette idéologie pose comme intangibles. Tant qu'il n'y a pas ça, sauf à être un héros de la vie, ce que je disais, un héros de la vie, c'est-à-dire faire de la vie cette chose absolue. Vous voyez, comme, je ne sais pas comment dire, comme il y avait un Dieu suprême au temps de la Première République, il y aurait la vie suprême. Et au nom de la vie, on peut faire des héros. D'ailleurs, je pense qu'il y a des jeunes qui incarnent ça quand ils partent je pourrais dire aujourd'hui, oui, dans l'héroïsme de sauver la Terre, par exemple, de sauver la vie, quoi. Et leur seule référence, c'est préserver la vie, le monde. Le héros, c'est l'humanitaire. Le héros écologiste. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui peut se chercher là-dedans. Alors ça peut être traité de façon un peu triviale et un peu... Mais peut-être que, au fond, quand on cherche à quoi peut s'adosser un héroïsme aujourd'hui, un exaucement de soi dans sa vie, c'est peut-être, au fond, la dernière des choses absolues qui nous restent, peut-être aujourd'hui, c'est la préservation de la planète et de la vie sur la planète. Mais je fais qu'une hypothèse, hein. Moi je ne parle pas de mon point de vue. Je dis, voilà, peut-être que pour des jeunes, moi je crois que je vois des jeunes s'inscrire là-dedans. Et absolutiser ça d'ailleurs. Et peut-être que c'est pas le bon chemin, j'en sais rien. Laurent, quel serait un héroïsme possible? Je n'ai pas tellement d'idées là-dessus. Je pense que le héros se fait sur lui-même dans n'importe quelle condition historique. Régis? Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Ça ne se commande pas, les circonstances commandent. Il ne faut pas être trop franco-français, il y a énormément de héros pour d'autres peuples. Pensez à Nelson Mandela en Afrique du Sud ou à Lumumba, pensez aux Polonais ou aux Tchèques. Les héros naissent des temps de détresse et la détresse ne se commande pas par chance. Moi je n'ai connu un, c'était vous. Vous n'avez peut-être pas entendu que le micro n'était pas là, j'en ai connu un, c'était vous. Oui, il y a d'ailleurs... Un héros par le poème, c'est Mahmoud Darwish par exemple, qui est héros plus par le poème que par son engagement. Et il le dit, il m'avait dit de le dire après lui. Il dit que ce qui importe pour moi, c'est le poème, c'est ce que je fonde dans le poème, c'est comment je porte ce que j'ai apporté politiquement par le poème. Oui, au-delà du politique. Je crois que Mahmoud Darwish, d'ailleurs, il y a eu le dernier récital de Mahmoud Darwish a eu lieu ici, je crois. On l'avait accueilli au TNP juste avant. C'était très émouvant. Mahmoud Darwish a été un héros parce qu'il était porté par un peuple.
Peut-être ne voulait-il pas l'être, mais le peuple s'est emparé de lui et a fait du poète son héros. Et Mahmoud voulait un peu décrocher de ce rôle, un peu de représentativité, de quasi-officialité, n'est-ce pas ? Mais il a été rattrapé à titre posthume. Et aujourd'hui, il y a des images de Mahmoud Darwish sur le mur dit de séparation à Jérusalem, un peu partout. Donc, il a à un moment donné voulu... Il a voulu échapper à l'héroïsme en devenant une sorte d'individu poète. Mais l'histoire l'a rattrapé. Pourquoi ? Parce que son peuple a besoin de héros. Vu la situation qui lui est faite. Toute cette question-là, ce déchirement en lui, c'est tout son dernier livre, à la trace du papillon. Il a écrit d'ailleurs une page qu'on aurait pu citer aujourd'hui, qui s'appelle « Célébrité », où il parle de cette héroïsation qui lui est imposée. Et ce que je voulais... Exactement, une clinique de Nessus. Il en souffre effroyablement. Et je disais, oui, à part antiphrase un peu quand même, là où il était héros, c'est dans son poème. Parce que vraiment, il peut y avoir, moi je crois, aujourd'hui encore, de l'héroïsme par le poème. Mais on parle d'un autre héroïsme, hein, évidemment. Pas l'héroïsme guerrier. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est dans quelle mesure c'est logiquement le poète qui fait le héros par son chant, et là, le poète est lui-même constitué en héros. Enfin, c'est spéculaire. Ça devient par ce lien au peuple dont vous parlez, c'est-à-dire le peuple qui sacre le poète comme héros. J'ai deux questions qui sont liées au sacrifice. Il y a une citation de Coltès qui, me semble-t-il, vient de Roberto Zucco. Il n'y a pas de héros dont l'habit ne soit trempé de sang. Et surtout, un kamikaze est-il un héros ? Il se sacrifie pour un idéal collectif. Régis, je suis sûr que vous avez une idée sur la question. Souriez, vous êtes filmé. Bien sûr qu'un kamikaze est un héros pour le peuple ou l'organisation qui l'envoie. Je rappelle que le premier kamikaze de notre histoire s'appelle Samson, qu'il est dans la Bible, et qu'il fait s'écrouler les colonnes du temple sur lui-même et sur 3000 Philistins. Je crois que Samson est un héros pour le peuple hébreu. Bon, bien sûr que les kamikazes sont des héros, mais évidemment avec toute l'ambiguïté qu'il y a lorsqu'on s'attaque à des civils. Donc c'est une question évidemment sensible, on ne peut pas y répondre dans l'abstrait, mais si le kamikaze n'était pas un héros pour un certain nombre de gens, il n'y aurait pas de kamikaze. Voilà. Donc, une forme de héros partiel, c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que pour tel ou tel peuple aujourd'hui occupé ou bombardé, s'il y a des candidats kamikazes, parce qu'on n'envoie pas un kamikaze en le payant, on ne meurt pas pour de l'argent. S'il y a des volontaires kamikazes, c'est qu'ils veulent être des héros et qu'ils le seront. Et qu'ils ont la tête sur le mur, ils ont la photo ou le portrait des kamikazes qui les ont précédés. Voilà. Il y a une question qui rejoint la notion de transcendance qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Et Jean-Pierre, je pense que tu auras sans doute ton mot à dire là-dessus. Ne peut-on pas dire que ce sont les hommes qui créent les héros car ils sont à la recherche des dieux? Et je me demande si le rapport là, non seulement à la transcendance, mais à la poésie ou à l'exaucement dont tu parlais n'est pas pointé. Non, c'est des questions qui excèdent mon savoir et ma compétence, franchement. Réponds un poète. Non, par exemple, oui. Moi, je pense qu'il y a un dépassement dans la poésie, c'est sûr. Et je ne le dis pas en mystique. Je pense que, mais dans la langue, dans sa fonction poétique, c'est-à-dire dans cette mesure où elle crée une utopie. Tout poème crée une utopie dans la langue, déjà. Je veux dire, le lieu de la langue qui n'existe pas. Or, dès qu'on crée cette utopie dans la langue, le lieu de la langue qui n'existe pas, la représentation que véhicule cette utopie est aussi un déplacement de notre regard sur le réel, une reconsidération du réel. Et cette liberté-là, cet affranchissement-là, il n'y a que la poésie qui la permet. Moi, je crois. Parce que sinon, toute pensée, même formulée par le philosophe, etc., elle est toujours
par la langue. Et comme il ne fait pas du neuf dans la langue, il fait du précis, du subtil, mais il ne fait pas du neuf. Et elle est toujours tributaire du réel d'où il part. Le poète, Rimbaud, Rilke, etc., s'affranchit de tout ça. Et il peut créer du neuf. C'est ce que vous voulez dire, Rimbaud, hein, du nouveau. Alors, je crois que, pardon, je finis avec ça, je crois, sans faire du poème la panacée, enfin, un peu bêtement dire que... Enfin, quand même... Bonnefoy disait, et on sait, on sait que Yves n'est pas. Ouais, parce que quand même, on sait que Yves n'est pas un illuminé comme ça. Hein, il disait la poésie sauvera le monde. Et je crois que pour une part, c'est juste, c'est-à-dire ce en quoi on peut s'engager quand on saisit comme ça ce dépassement par le poème, ce à quoi on s'engage, une liberté, un risque, une décision. De se retrouver dans le difficile et le complexe, par exemple. Alors ça, si c'est partagé, oui, ça fait bouger les consciences, comme disait Roberto Roy-Rose. La poésie est un extraordinaire accélérateur de la conscience. La poésie incite comme ça à un exaucement. Et je crois que c'est cette façon de s'affranchir des contraintes morales, sociologiques, historiques, etc., par le poème, ça ouvre un champ de liberté immense. Mais c'est pas après, ça ne fait qu'ouvrir le champ de liberté. C'est à l'intérieur de ça que l'homme agira. Régis, c'est pas clair, je sais pas. Si, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée? Non, je trouve que Sébion se sous-estime complètement, que les héros ont besoin des poètes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de poète, il n'y a pas de héros, tout simplement. C'est pas que le poète est un héros, etc. Non, on parle d'Achille parce qu'il y a eu Homère. On parle de Philoctète parce qu'il y a Sophocle. On parle de Manouchian parce qu'il y a eu Aragon. On parle de Gaulle parce qu'il y a eu Malraux. Pour d'autres raisons. Mais tout héros est une construction esthétique. Évidemment. Donc, si on parle du Tché en Amérique latine, c'est parce qu'il y a des chanteurs. C'est parce qu'il y a des aèdes, parce qu'il y a des rhapsodes. Autrement dit, le poète n'est pas un héros en plus, le poète est constitutif. Et poète, j'entends auteur d'épopées, de romans. Si Jeanne d'Arc existe encore parmi nous, c'est parce que Michelet, Péguy et d'autres. Bref, le poète fabrique le héros fabrique le poète, enfin, on a besoin des deux. Jean-Pierre, ton avenir est assuré, nous avons besoin de héros, donc s'il te plaît, fabrique-en-nous. En tout cas, que le héros soit poème, ça ne peut que nous ravir, nous autres qui tentons de les mettre en scène, et encore. Il y a deux questions qui portent sur le comique. Je m'interroge sur la nature du comique de Philoctète dans l'interprétation de Laurent Terzieff, et il me semble que dans Philoctète, il y a de l'humour, à de nombreux moments, il s'amuse, semble-t-il, pour faire le vieillard. Quel est le rapport entre héros, anti-héros et humour? Donc deux questions sur le comique. Laurent, je pense que vous avez des choses à nous dire. Sur le comique, rien du tout. Vous le faites naître, ça suffit. On ne sait pas d'où vient le rire. Bergson a fait un truc là-dessus, et, à mon avis, il s'est planté complètement. Non, pour moi, le rire, c'est pas du mécanique plaqué sur du vivant, enfin, je ne sais pas, bref. Mais bref, non, le comique, je ne sais pas d'où ça vient. Bah, ça vient là, vous voyez. Ça vient de l'homme, et le rire est propre de l'homme, etc. Bon, ouais. Mais je sais pas, si j'avais d'où ça vient, je serais sinon prix Nobel, Dieu le Père, je ne sais rien. Mais par contre, l'humour de Philoctète, oui, voilà. L'humour, je crois qu'il est induit et dans Sophocle et dans le texte de Jean-Pierre. C'est-à-dire que j'ai un petit peu poussé le côté vieux rock, ou on pourrait dire aussi vieux con, du type qui ne veut rien entendre parler, etc. Et la comicité vient de là, effectivement. Non, mais je crois que la question est bonne. Une tête de bois. Parce que, attendez, la tradition héroïque comique, c'est essentiel dans la littérature. On est bien d'accord. D'ailleurs, on dit, certains hellénistes disent que la décadence de la tragédie grecque vient à partir du moment où les auteurs n'ont pas cru bon de faire à la fois une pièce tragique et une pièce comique sur le même thème. Et le théâtre s'est rembourgeoisé à ce moment-là. Il est devenu des problèmes familiaux.
Non, mais c'est vrai que Don Quichotte ou Rabelais ou Offenbach, la belle Hélène, c'est une façon un peu de nous évader du conformisme héroïque, c'est une façon un peu de nous libérer, c'est une façon un peu de... Disons, c'est la politesse de la tragédie, c'est pour pasticher un mot célèbre, c'est une façon en fait de, je dirais, de prendre de la distance par rapport aux mythes, à ce qu'ils ont, ces mythes d'officiels, de guindés, de convenus. Non, je crois qu'on peut se libérer de l'héroïne par l'héroïque comique, enfin par une série de clins d'œil qui a fait la fortune de l'opéra comique. Il y a une remarque qui, d'ailleurs, je pense, tient un peu au même point, c'est-à-dire la notion d'intransigeance. Je pense que l'un des aspects comiques de Philoctète, c'est évidemment son intransigeance, et on le voit bien chaque fois que vous dites jamais, le public rit de plus en plus. Jamais, 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 non, qu'ils meurent tous assiégeants, assiégés. Bon, donc il y a cette dimension de l'entêtement dont vous parliez, ce qui nous amène à une question qu'on évoquait hier soir sur la fin et la double fin. La double fin de Philoctète, et c'est-à-dire finalement son statut d'héroïsme. Et donc, une spectatrice qui dit « Il me semble que l'âge précisément et les 10 ans de torture donnent la dimension de son héroïsme, car à la possibilité offerte de mettre fin à ses souffrances, il oppose un refus, obstiné et admirable, refusant du même coup une autre forme d'héroïsme guerrier, vaincre Troie et se couvrir de gloire. Il dit non pour ne pas se renier, pour sauver l'honneur, tout est perdu, fort l'honneur. C'est pourquoi il n'a fallu rien de moins qu'Héraclès pour qu'il se soumette, alors que son destin lui avait déjà été dit. » Et là, il y a une deuxième question qui rejoint cela, un spectateur qui dit que finalement, ce que je disais tout à l'heure, tous les héroïsmes sont ruinés, donc l'opportunisme, l'absence de vertu, et à la fin, Héraclès arrive, et tout cela n'a servi à rien. Tout cela n'a servi à rien. C'est effectivement, on a cette résistance qui dure pendant 1h40, ce non, 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 et puis cette fin, ce Deus ex machina, ou ce semi-Deus, parce que c'est un demi-dieu, Héraclès, eh bien, ça semble résoudre les choses. Alors qu'en est-il de cette fin? Est-ce qu'elle dissout l'héroïsme ou pas? Est-ce qu'elle dissout la résistance de Philoctète? À quoi tout cela a-t-il servi? Moi, je dis ça à l'humour aussi. Oui, l'intransigeance, on n'est pas loin de la comédie. Et il y a un moment, ça patine. C'est tragiquement drôle, cette intransigeance, cette obstination à dire non, alors que tout doit le conduire à dire oui. Mais cette obstination à vivre est tragiquement drôle, dirait Beckett aussi. Cette obstination à vivre qui est la nôtre dans un contexte où, n'est-ce pas, où c'est absurde. Donc, il y a quelque chose du rire ici qui est moi je crois, je l'ai dit avec Christian, on a souhaité qu'il y ait humour, et Laurent a tout à fait mis tout ça comme, enfin vous voyez, vous avez tous vu comment il le fait, avec subtilité, à quel moment, etc. Mais on souhaitait qu'il y ait aussi ça. Il y a effectivement, il y a une noblesse qu'on assume dans le poétique, par exemple, la noblesse des motifs. C'est la tragédie, donc on accepte ça. Mais il y a aussi qu'on le fait aujourd'hui et qu'on est un peu valet de chambre des héros, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi chez nous, au-delà de la révérence à la langue noble, à la figure noble, il y a aussi notre sourire qui vient du fait qu'on n'y croit pas complètement. On sait qu'il y a un peu un caractère de la Bruyère aussi derrière tout ça. On voit aussi la monstruosité parce qu'il dit je suis monstrueux, mais il est aussi monstrueux dans son obstination, dans son ridicule, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de grossissement du trait. Alors, ça existe évidemment dans Sophocle. Évidemment, la question c'est convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu, déjà dans Sophocle. Il est vrai que là, j'ai marqué ça très fort. Voilà. Dire cette obstination, c'est fait d'anaphores, de répétition, etc. D'ailleurs, la pièce est fondée sur un éternel retour, avec des variations. Ça, c'est très Peggy. Peggy, il travaille, vous savez, comme la vague de la mer, c'est-à-dire qui arrive sur le sable. Il passe, et puis il repasse en allant un peu plus loin, puis il repasse en allant un peu plus loin, et à chaque fois en déplaçant un petit peu les choses. Alors ça, c'est un système que j'ai pris à Peggy, qu'on retrouve là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça patine. Et c'est en même temps ce suspense qui est passionnant, parce que ça se déplace juste un petit peu à chaque fois. À chaque fois, les raisons de Philoctète et les raisons des autres se déplacent un peu. Et à chaque fois, on a l'espoir que ça va finir. D'ailleurs, il y a plusieurs fins. On le joue un peu comme ça aussi.
Il y a plusieurs fins à me dire « Ah, ça y est !» Et puis non, ça recommence. Alors il y a un humour de fait, quoi. Et puis il y a de l'humour qu'on a introduit, que là j'ai introduit sciemment, par exemple la scène du marchand, qui est plus anodine, qui est simplement stratégique et politique dans Sophocle, dont, voilà, moi j'ai fait une scène de comédie, je vous dirais même, je dis que le modèle pour moi c'était Séraphin Lampion dans Tintin, quoi. Vous voyez, le battleur, hein. Et il y a vraiment, parce que vous voulez ça aussi, ça met de... Et puis il y a dans la langue aussi, j'ai de temps en temps des plaisanteries, etc. Je pense que ça fait du bien au théâtre. On parlait des choses multipartites, disons. Par exemple, la tragédie de Shakespeare est géniale parce qu'elle est capable d'être dans le plus haut tragique, dans l'emphase métaphorique la plus grande, et puis de basculer dans l'instant d'après. Quelle merveille, quoi, dans la farce, en tout cas dans un comique assumé. Alors, je crois que dans l'esprit du théâtre de Christian, il y a aussi toujours, quelle que soit la gravité des enjeux, et Dieu sait qu'on prend le théâtre au sérieux au TNP et chez Christian, quelle que soit la gravité, il y a toujours un sourire derrière. Je vous assure, dans le travail, dans la pensée des choses, il y a toujours un esprit d'enfance derrière. Et je crois que le sourire, le rire qui accompagne Philoctète, pour moi, et c'est ça qui me plaît, révèle que le public sent le jeu derrière. Le jeu, c'est un jeu d'enfant, malgré tout, même s'il est très sérieux. Pour le public qui s'interroge sur cette fameuse fin, il faut dire que c'est effectivement la seule pièce de Sophocle où il y a l'intervention divine, enfin, Deus ex machina. Mais c'est pas tellement étrange finalement. Une pièce qui repose sur un oracle, il n'est pas tellement étrange de donner finalement la parole aux dieux eux-mêmes. Hein. Parce que la tragédie grecque, même si elle n'est pas essentiellement un drame religieux, elle est mythologique. Et les mythes, avec leurs personnages légendaires, leurs héros, sont tributaires des dieux, sont eux-mêmes des demi-dieux. Ils constituent l'essence même de la tragédie grecque. Il nous reste... Pardon, de toute façon, il n'y avait vraiment pas le choix. Puisque, comme j'ai dit, l'histoire est écrite avant, Sophocle, à moins de démentir l'Iliade, de démentir toute la tradition qui le précède, il n'a pas le choix. Il faut qu'il parte. Comme rien n'est possible autrement, il fallait qu'il trouve ça. Je vois vraiment pas comment il fait à Heiner Müller. Il fait sûrement tuer, mais il part avec l'arc quand même. C'est-à-dire, là, il suit la tradition d'une certaine façon. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y avait que Héraclès, en tant qu'ancien compagnon et maître de Philoctète, pour le convaincre. Oui, c'est son ancien compagnon. Moi j'ai ajouté une chose, il le sait, Laurent, parce que c'était vraiment dans les dernières répétitions. On a ajouté une réplique à la fin, hein, dans ta dernière réplique. C'est-à-dire qu'il dit « j'entends dans ta voix, j'entends dans ta voix, mais le jeune hier qui me revient, etc. » Ça y était pas. Et moi j'ai eu cette intuition que Philoctète avait une motivation ici qui était plus d'ordre politique ou qui est d'ordre affectif. Il entend la voix de son vieux compagnon Héraclès, quoi. Et aussi, pour conclure, il n'y a qu'Héraclès qui sait ce qu'on doit faire des flèches et de son arc et du butin. Ça, j'ai fait une petite pression auprès de Jean-Pierre parce qu'il avait un petit peu oublié dans cette tirade d'Héraclès. Tout se négocie. Voilà, c'est ça. Il n'y a que lui qui livre aussi et qui prolonge et qui même dénature un petit peu l'oracle d'Hélénos. Hein, voilà. Alors, Régis Debray d'Odeline indique sa montre, qui est, quand nous avons répété hier soir, le signe que nous sommes à 4 minutes de la fin. Et donc, je terminerai par deux choses. La première, il y avait une question que je trouve très belle. À celui qui s'y est rendu, avez-vous ressenti quelque chose à Lemnos et quoi ? Celui qui s'est rendu à Lemnos, donc l'île de Philoctète, c'est Christian Schiaretti, qui cet été a fait le voyage là-bas et qui, le soir de la première, a mis du sable de l'île de Lemnos sur le plateau. Il nous a donné à tous, en cadeau de première, un peu du sable de l'île. Donc nous avions avec nous le sol qui avait été foulé par le Philoctète historique. Christian n'est pas là ce soir et il vous prie de l'en excuser parce qu'il est à Lyon, à Villeurbanne, où nous ouvrons ce soir même la petite salle. Nous inaugurons la petite salle du TNP et donc il est avec nous en pensée et il vous salue. Qu'a-t-il ressenti là-bas ? Bien, je crois qu'il a ressenti à la fois ce que ressent Philoctète, la grandeur et le vide. C'est-à-dire qu'un sentiment d'immensité, il existe un théâtre là-bas, il y a un souvenir de Philoctète qui reste comme une trace, et en même temps le vide, parce que de cela, il ne reste à peu près rien.
Et d'ailleurs, nous avons reçu une invitation pour peut-être aller jouer Philoctète à Lemnos, ce que nous ferons avec plaisir pour réactiver ce théâtre. Ce serait un geste assez beau. Et pour tout à fait conclure, il y a une dernière question. Malheureusement, on ne pourra pas lire toutes les questions qui sont très très belles. Donc vraiment merci pour cette écoute et ces questions. C'est une question sur la parole. Je pense que c'est bien de conclure là-dessus. Philoctète est-il pas un héros dans la mesure où pour lui il y a une parole donnée et donc une parole de vérité, et elle confirmerait que pour que la communauté des hommes puisse exister et vaincre, il faut qu'elle puisse avoir une parole de vérité qui la rassemble. Et je crois que la question de la parole est quelque chose qui nous relie tous les quatre. Est-ce que, pour conclure cette session, dans les instants qui nous restent, est-ce que vous direz qu'il y a un héroïsme de cette parole donnée, de cette parole tenue? Non, je veux simplement dire une chose. Je crois qu'on n'en a pas parlé ici. Il y a un vrai thème de la morale politique. De la morale politique, c'est tout. Voilà, la trahison, la manipulation, tout ça est en jeu, et ça parle pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire référence à toutes les actualités nombreuses, n'est-ce pas? Mais tout ce qui relève du mensonge, de la parole donnée, de la manipulation, du mensonge sur le mensonge qui veut cacher le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Régis, un commentaire? Non, moi, puisque Peggy a été mentionné, je pense à cette phrase où il évoque tous ceux et toutes celles qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement de la République socialiste universelle. Diable, vous nous donnez de la transcendance? Non. Belle définition de ce qu'on peut entendre par héros et héroïne, et je précise que c'est un poème sur Jeanne d'Arc. Il y avait une question sur l'héroïne, mais nous en parlerons demain et après, aux deux dernières sessions. Laurent, vous avez le mot de la fin sur la parole. C'est lui le mot de la fin. Bon, eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et à demain. Et merci à vous trois.